Ces dernières semaines, la scène internationale a une fois de plus mis en lumière une réalité que de nombreux gouvernements s'efforcent de dissimuler à leur population. Aucune capitale n'est intouchable. Dans un contexte mondial marqué par des guerres prolongées, des conflits énergétiques, des sanctions croisées et l'accélération du développement de la guerre technologique, la notion de territoire sûr se démantèle insidieusement. La frontière entre le front et l'arrière stratégique a disparu. Aujourd'hui, les conflits ne se limitent plus aux tranchées ni aux lignes de contact. Ils traversent les réseaux électriques, les systèmes logistiques, les infrastructures civiles et surtout, le sentiment de sécurité des sociétés concernées. Dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, cette transformation est devenue encore plus manifeste. Moscou s'efforce de maintenir une image de stabilité absolue, tout en menant une guerre d'usure à l'étranger. Kiev, de son côté, fonctionne selon une logique d'asymétrie totale. Elle ne cherche pas à affronter de front la puissance brute russe, mais à en saper les fondements invisibles. L'enjeu n'est pas seulement territorial ou un avantage militaire immédiat, mais bien le récit de contrôle, d'invulnérabilité et de domination technologique qui sous-tend le pouvoir politique russe. C'est dans ce contexte de tensions exacerbées que l'un des symboles les plus sensibles de la capitale russe a été brutalement réduit au silence. Non par hasard, non à cause d'une défaillance technique, mais à la suite d'une opération visant à exposer, par un effet domino, les failles d'un système qui se prétend impénétrable. En plein hiver, Moscou métamorphose ses vastes espaces publics en vitrine de la normalité. Lumière, animation, musique et installations visuelles grandioses remplissent une fonction stratégique claire, renforcer l'idée que tout est sous contrôle. Ces mises en scène ne sont pas de simples festivités, ce sont des outils de communication politique. Elles rassurent la population. L'État demeure fort, opérationnel et indemne, quelles que soient les circonstances extérieures. Pendant que cette mascarade se déroulait au cœur de la capitale, une opération secrète se tramait dans un tout autre contexte. Loin des caméras, loin des projecteurs, loin de la logique traditionnelle de la guerre, un petit groupe ukrainien se préparait à mener une action de précision. Il ne s'agissait pas d'une attaque symbolique aléatoire. La cible n'était ni un bâtiment, ni un monument, ni une personnalité publique. La cible était l'épine dorsale invisible qui soutient toute grande ville moderne, l'approvisionnement énergétique stratégique. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'opérations militaires conventionnelles, il n'y avait ni avions furtifs, ni missiles de croisière, ni plateformes valant des millions de dollars. L'enjeu était bien plus dangereux pour un système rigide comme le système russe. La créativité opérationnelle. Les drones, conçus selon une logique modulaire à partir de matériaux composites et avec une signature radar minimale, ont été choisis précisément parce qu'ils exploitaient les failles des systèmes de défense aérienne traditionnels. Ces plateformes servent de vecteurs mers. Leur rôle n'est pas d'attaquer directement mais de transporter, protéger et déployer plusieurs drones plus petits au moment précis. Chaque élément de l'opération a été conçu pour exploiter un principe fondamental de la guerre moderne: la saturation, la confusion et l'asymétrie des coûts. Les systèmes de défense aérienne performants sont conçus pour neutraliser des cibles coûteuses, rapides et identifiables. Ils n'ont pas été conçus pour gérer efficacement des essaims bon marché, lents et volontairement ambigus. Les défenses de Moscou sont robustes, denses et technologiquement avancées. Des systèmes à courte et moyenne portée forment un cordon de protection autour des points sensibles de la capitale. Ces systèmes peuvent suivre simultanément des centaines de cibles, hiérarchiser les menaces et lancer des intercepteurs extrêmement coûteux. En théorie, cela rend tout raid aérien suicidaire sur le plan opérationnel. En pratique, cela transforme le problème en une équation mathématique. Chaque missile tiré coûte bien plus cher que la cible qu'il vise à détruire. Chaque engagement réduit les stocks disponibles. Chaque décision prise sous pression augmente le risque d'erreur humaine. Et chaque seconde de confusion accroît les opportunités pour l'attaquant. Cette logique a guidé la première phase de l'opération. Avant même que les vecteurs principaux n'atteignent la cible réelle, l'espace aérien était saturé de fausses cibles. Des structures simples, légères et peu coûteuses, conçues uniquement pour réfléchir des signaux radars similaires à ceux des menaces réelles. Pour les opérateurs russes, le ciel était devenu illisible. Ce qui apparaissait sur les écrans n'était pas une attaque manifeste,
mais un chaos électronique. La réaction était prévisible. Des missiles intercepteurs furent lancés en séquence. Les canons automatiques entrèrent en action. Des millions furent dépensés en quelques secondes pour neutraliser des cibles dont la valeur individuelle ne justifiait même pas une fraction des tirs. Pendant ce temps, les véritables vecteurs progressaient silencieusement, explorant le terrain urbain, les méandres du paysage, les voies navigables et la pollution électromagnétique typique d'une métropole. Opérant sous l'horizon radar et se fondant dans le bruit urbain, le système principal devint momentanément invisible. Au moment du lancement des drones d'attaque, la défense était déjà partiellement compromise. Les capteurs étaient saturés, les opérateurs soumis à un stress extrême et les systèmes approchèrent de leurs limites thermiques. À partir de ce moment, l'affrontement cessa d'être abstrait et devint physique. Les drones de petite taille commencèrent à être abattus par des tirs directs. D'autres furent neutralisés par brouillage électronique. Certaines unités échouèrent en confondant des sources thermiques civiles avec leurs véritables cibles. Pendant quelques instants, l'opération frôla l'échec total. Mais le plan prévoyait des pertes. Chaque drone sacrifié avait une fonction précise. Ouvrir un passage, générer de la fumée, forcer un repositionnement, consommer des munitions et créer des ouvertures. Dans la guerre asymétrique, le succès ne réside pas dans la survie de tous les vecteurs, mais dans celle du dernier. Lors du premier impact significatif, les dégâts initiaux furent sous-estimés. Pour les opérateurs russes, il s'agissait d'un incident maîtrisable, d'une panne technique, d'un problème rapidement résolu. Cette erreur d'interprétation fut cruciale. Alors que l'attention se concentrait sur la limitation des dégâts initiaux, une seconde plateforme approchait par une direction totalement différente. Cette seconde phase a exploité une faiblesse structurelle connue des systèmes défensifs, le temps de rechargement et de refroidissement. Après une série d'engagements intenses, les missiles doivent être ravitaillés manuellement et les canons doivent ralentir pour éviter des défaillances catastrophiques. C'est durant cet intervalle que l'attaque décisive s'est déroulée. Malgré de nouvelles tentatives d'interférence électronique et l'activation des systèmes de secours, les drones restants ont commencé à fonctionner de manière totalement autonome. Sans communication extérieure, ils se déplaçaient en comparant visuellement l'environnement réel à des cartes tridimensionnelles préalablement chargées. Aucun signal à bloquer, aucune liaison à interrompre, seulement la géométrie, les lumières de la ville et les calculs. Les dernières secondes furent brutales. Sous un feu nourri, un des drones percuta une structure secondaire, provoquant une explosion qui servit de dernier écran de fumée. Le dernier vecteur progressa à travers la fumée, avec une énergie minimale, des dégâts structurels visibles et une autonomie critique. L'impact se produisit précisément au point le plus vulnérable du système, l'interface entre les transformateurs haute tension et leur système de refroidissement. L'effet ne fut pas immédiat, mais irréversible. Un défaut interne catastrophique se propagea dans le poste de transformation. L'énergie accumulée emprunta un chemin imprévu. Il en résulta une décharge massive, visible à des kilomètres à la ronde. En quelques secondes, les systèmes de protection régionaux s'effondrèrent en cascade. En apparence, l'effet fut total. Les lumières s'éteignirent, les écrans devinrent silencieux, la musique s'arrêta, le simulacre de normalité s'effondra instantanément. Sans prévenir, sans explication immédiate, juste l'obscurité et le silence dans un froid glacial. L'impact stratégique a largement dépassé les dégâts matériels. La réparation d'un poste de transformation de cette envergure exige des composants spécialisés, des chaînes logistiques complexes et du temps. Sous le régime des sanctions, ce délai est encore allongé. De plus, l'opération a contraint la Russie à dépenser des millions pour des intercepteurs, à révéler publiquement ses failles défensives et, surtout, à directement ébranler la confiance de l'opinion publique. Pour l'Ukraine, le coût fut négligeable en comparaison. Pour Moscou, les dégâts furent systémiques. Le mythe de la forteresse imprenable a subi un coup que les déclarations officielles ne sauraient effacer. D'autres pays suivent la situation de près. Le message est clair. Les infrastructures critiques sont devenues un champ de bataille. La défense aérienne traditionnelle ne garantit pas une sécurité absolue. Et l'innovation technologique peut neutraliser les systèmes conçus pour les conflits passés. Loin de s'apaiser, la tension entre dans une nouvelle phase.
La concentration des forces défensives autour de la capitale expose davantage les autres régions. Chaque mesure défensive crée une nouvelle vulnérabilité ailleurs sur le terrain. La guerre n'évolue pas seulement, elle change de forme. Et la question qui demeure est directe, stratégique et inévitable. Si la protection de Moscou nécessite le déploiement de la quasi-totalité des défenses disponibles, quel sera le prochain point à exploiter ?